C'est un feu lent qui consume le bois. Ce n'est pas immédiatement perceptible, mais avec chaque étincelle, il s'étend, grandit et transforme tout sur son passage. C'est ainsi que la discipline agit dans la vie. Ce n'est pas une explosion soudaine, c'est une flamme constante qui, avec le temps, façonne ton caractère, ta présence et ton respect de toi-même. Tu n'as pas besoin d'une tempête pour changer, ce dont tu as besoin, c'est cette étincelle quotidienne, ce 1% qui semble petit, mais qui avec constance devient une force irrésistible. La plupart se trompent en pensant que la transformation personnelle arrive d'un coup, comme un miracle ou un réveil soudain. La vérité est beaucoup plus crue. Ce que tu es aujourd'hui est le résultat de tes petites décisions. Chaque pas ferme ou chaque moment d'inattention ont construit la personne que tu vois dans le miroir. Ton image, ta sécurité, ta confiance, tout parle du respect que tu te donnes à toi-même au quotidien, dans ces détails qui semblent insignifiants, mais qui révèlent qui tu es vraiment. L'erreur commune est d'abandonner trop tôt, lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. C'est à ce stade, le plus silencieux, que beaucoup abandonnent. Ils ne comprennent pas que la discipline fonctionne comme le bambou chinois. Ils passent des années à pousser sous terre, invisibles, mais en silence, ils se renforcent pour ensuite s'élever fermement vers le ciel. Il en va de même pour toi. Chaque habitude quotidienne est une racine qui s'ancre dans ton caractère, te préparant à résister à n'importe quelle tempête. Cette vidéo ne cherche pas à te motiver avec des phrases creuses. C'est un appel direct et réaliste. Si tu n'es pas constant, n'attends pas de changement. Si tu ne te respectes pas, n'attends pas de respect des autres. Si tu ne soutiens pas le processus, il n'y aura pas de transformation. Mais si tu décides de t'engager dans ces petites actions quotidiennes, avec discipline et patience, tu découvriras que la vie commence à tourner en ta faveur. Reste jusqu'à la fin. Car ici, tu vas comprendre que la discipline ne te change pas seulement à l'extérieur, elle transforme également la façon dont tu marches, la façon dont tu te parles à toi-même et la confiance avec laquelle tu affrontes le monde. 1. Réveille-toi avec intention et prends soin de ton début de journée. C'est comme l'aube qui brise l'obscurité de la nuit. Elle n'arrive pas brusquement ni avec violence, elle commence par un éclat doux, presque imperceptible, qui inonde lentement tout de clarté. Ainsi devrait être ton début de journée. Un moment qui n'est pas gaspillé dans la routine automatique, mais qui devient un acte de respect envers toi-même, la première décision qui marque la direction de toutes les autres. Se réveiller avec intention n'est pas simplement ouvrir les yeux. C'est prendre conscience que chaque matin est un nouveau champ de bataille où ta discipline décide si tu avances ou recules. Quand tu te lèves sans ordre, en vérifiant ton téléphone immédiatement, en te laissant entraîner par la paresse, ce que tu fais, c'est envoyer à ton esprit un message de reddition. Tu dis que la journée te contrôle, pas l'inverse. En revanche, lorsque tu choisis de te réveiller avec intention, ta première action devient une déclaration de guerre contre l'apathie. Tu n'as pas besoin de discours motivants, ni de grands plans. Il suffit de décider que ton début ne sera pas un gaspillage. À partir de ce moment, ton esprit comprend qu'il y a une direction et que c'est toi qui la maintiens. Les stoïciens parlaient du contrôle interne, comme du seul vrai pouvoir que nous avons. En commençant ta journée par un acte conscient, que ce soit te lever du premier coup sans laisser de place à la paresse, faire ton lit avec soin ou consacrer quelques minutes à la réflexion, tu entraînes déjà ta volonté. Cet entraînement est invisible au début, mais il façonne la façon dont tu affrontes tout ce qui vient après. Parce que si tu réussis à maîtriser la première bataille de la journée, ton esprit se prépare à ne pas céder aux suivantes. La discipline commence par les petites choses. Tu ne peux pas espérer avoir de la force dans les moments décisifs si tu ne peux même pas contrôler ce que tu fais en ouvrant les yeux. L'habitude de commencer avec ordre et intention devient la pierre angulaire de ton caractère. C'est un rappel que le respect de soi ne se mesure pas en belles paroles, mais dans la façon dont tu te conduis dès les premières minutes de ta journée. Si tu te donnes la permission de commencer avec force, ta confiance grandit, ta sécurité s'affirme, et ta journée prend une direction qui peut difficilement être brisée. Beaucoup échouent,
parce qu'ils cherchent des changements grandioses, sans se rendre compte que tout commence par des choses simples. Le 1% dont on parle tant n'est pas une théorie vide. C'est se lever aujourd'hui avec plus de fermeté qu'hier. C'est choisir de ne pas repousser ton réveil. C'est comprendre que le temps que tu perds le matin est de l'énergie que tu te voles à toi-même. Celui qui apprend à maîtriser ses matins devient maître de sa vie. Non pas parce que le matin est magique, mais parce que c'est le début. Et au début se révèle la vérité de ta discipline. Se réveiller avec intention est une habitude qui te construit de l'intérieur vers l'extérieur. En le faisant, ton corps reflète l'ordre, ton esprit transmet la clarté, et ta présence commence à parler avant tes mots. C'est comme cette aube qui transforme peu à peu le ciel. Au début, elle semble insignifiante. Mais lorsque tu la maintiens chaque jour, l'obscurité recule et ta vie commence à s'illuminer de sa propre force. C'est le véritable pouvoir de choisir comment tu commences. Comprendre que chaque matin peut être un nouveau départ, non pas pour rêver de ce que tu feras demain, mais pour te prouver à toi-même que tu es déjà en train de construire aujourd'hui et que tu dois être constant. 2. Habille-toi avec respect et laisse tes vêtements parler pour toi. Un soldat n'entre pas sur le champ de bataille sans son armure, non pas parce qu'il croit que le tissu ou le métal le rendent invincible, mais parce qu'il comprend que la façon dont il se présente fait la différence entre avancer avec assurance ou être perçu comme faible. Tu ne combats pas des guerres avec des épées, mais tu livres des batailles quotidiennes contre l'indifférence, la méfiance et le jugement silencieux de ceux qui t'entourent. Les vêtements que tu portes sont ton armure moderne, pas un ornement superficiel. Ils parlent de toi avant même que tu ouvres la bouche et révèlent clairement combien de respect tu te donnes à toi-même. S'habiller avec respect ne signifie pas dépenser des fortunes en marque ou suivre les tendances. Cela signifie choisir avec intention ce que tu portes, parce que ce que tu mets sur ta peau n'est pas indifférent, c'est un message. Quand tu t'habilles négligemment, quand tu sors dans le monde comme si rien n'importait, ce que tu reflètes est exactement cela, que rien n'importe. En revanche, lorsque tu prends soin des détails de ta présence, tu montres de la discipline, de la clarté et de l'estime de soi. Le respect de soi se projette, et le premier signe visible est la façon dont tu choisis de te présenter. Les stoïciens comprenaient que la maîtrise de soi commence à l'intérieur, mais ils reconnaissaient aussi que l'extérieur communique. La façon dont tu marches, la façon dont tu parles et les vêtements que tu choisis sont des signaux que le monde interprète immédiatement. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent, mais tu peux contrôler le message que tu envoies. S'habiller avec respect n'est pas de la vanité, c'est de la discipline. C'est te rappeler que tu n'es pas un spectateur passif de ta vie. Tu en es le protagoniste, et tout protagoniste a besoin de se montrer avec dignité. Chaque matin, en choisissant tes vêtements, tu peux tomber dans la paresse du « peu importe » ou tu peux utiliser ce moment comme un acte d'autocontrôle. Décider de t'habiller avec ordre, propreté et cohérence est construire une présence solide. C'est envoyer à ton esprit le signal que ta vie a une structure et que tu la prends au sérieux. Le désordre extérieur est presque toujours le reflet d'un désordre intérieur. C'est pourquoi changer ta façon de t'habiller est aussi commencer à changer la façon dont tu te vois toi-même. Quelqu'un qui se respecte n'a pas besoin de le crier ou de s'en vanter, il le transmet. Et les vêtements deviennent un langage silencieux que tout le monde comprend. Ce n'est pas la même chose d'entrer dans un endroit avec un aspect négligé que d'arriver avec une présence propre et solide. Tu peux ne pas prononcer un seul mot, mais ton simple entrée ouvre ou ferme déjà des portes. Le respect commence en toi, mais se multiplie lorsque les autres le perçoivent. Le 1% quotidien est aussi dans ce geste. Aujourd'hui, tu peux décider d'améliorer un détail, porter des vêtements propres, prendre soin de tes chaussures, prêter attention aux couleurs que tu choisis. Demain, tu peux avancer un peu plus, peut-être repasser ce que tu laissais auparavant froisser ou oser combiner avec plus d'ordre. Chaque petit changement construit de la discipline. Au début, cela semble insignifiant, mais avec le temps, cela devient une habitude qui renforce ton identité.
Ne sous-estime pas l'impact de cet acte. Les gens jugent vite, et même si tu veux l'ignorer, c'est la réalité du monde. T'habiller avec respect n'est pas pour plaire aux autres, c'est pour que chaque fois que tu te regardes dans le miroir, tu te rappelles que tu as de la valeur, que tu prends soin de toi et que tu te prends au sérieux. Ce reflet devient du carburant pour ta confiance, et la confiance, soutenue jour après jour, transforme ta vie. Tes vêtements parlent même quand tu te tais. Fais en sorte qu'ils disent la bonne chose. 3. Marche droit et transmets de la confiance sans mots. L'ombre d'un arbre robuste se reconnaît de loin. Il n'a pas besoin de bouger ni de parler pour imposer sa présence. Sa verticalité suffit à inspirer le respect. Il en va de même pour ta posture. Chaque fois que tu marches, le monde lit ton langage silencieux avant de t'écouter. Peu importe si tes mots sont fermes, si ton corps crie le contraire. Si tu avances voûté, avec les épaules tombantes et le regard vers le bas, tu transmets la défaite avant même d'ouvrir la bouche. Mais lorsque ton dos reste droit, ta tête haute et ton pas est ferme, tu projettes une force intérieure, une discipline et un respect de soi que personne ne peut nier. Marcher droit n'est pas une question esthétique, c'est une déclaration de qui tu es. Les stoïciens disaient que l'homme se définit par ses actes, non par ses paroles, et ta posture est un acte visible qui parle avant toi. Garder la colonne vertébrale droite et les épaules ouvertes est un rappel constant que, même si la vie est lourde, tu choisis de ne pas te plier. Cette décision physique devient une métaphore de ta force intérieure. Tu peux être fatigué, tu peux traverser des difficultés, mais ta façon de marcher montre que tu n'es pas vaincu. La discipline se construit dans des détails que beaucoup considèrent comme insignifiants. Pense à la différence entre un leader qui entre dans une pièce avec le regard haut et un autre qui arrive voûté. Avant qu'il ne prononce un mot, tu sais déjà qui respecter. Ta démarche est la première impression que tu donnes, et il est juste qu'elle parle de quelqu'un qui se prend au sérieux. Tu n'as pas besoin de vêtements coûteux ni de discours préparés, car ta posture raconte déjà l'histoire de ton caractère. Le corps et l'esprit sont un même système. Quand tu marches avec la poitrine ouverte et la tête haute, ta respiration s'élargit, ton énergie augmente et ton esprit s'éclaircit. Ce n'est pas un hasard si la psychologie moderne démontre comment la posture affecte directement l'état émotionnel. Être voûté limite l'air et réduit l'humeur, tandis que marcher droit active la confiance et la sécurité. Ainsi, chaque pas que tu fais ne change pas seulement la façon dont les autres te perçoivent, mais aussi la façon dont tu te perçois toi-même. La clé est de le pratiquer tous les jours, dans ce 1% qui semble minime mais construit le caractère. Aujourd'hui, tu corriges ton dos pendant quelques minutes, demain tu maintiens cette fermeté plus longtemps et petit à petit, ton corps apprend à se redresser sans effort. Cela devient une habitude, et les habitudes définissent la vie. Ce qui a commencé comme un acte conscient se transforme en ta façon naturelle de bouger, et ceux qui te regardent le remarquent immédiatement. Marcher avec dignité ne signifie pas que tu ne ressens pas de peur ou de fatigue. Cela signifie que tu choisis de ne pas montrer de capitulation. Même en silence, même en solitude, ta démarche est un entraînement constant de volonté. Chaque fois que tu avances droit, tu renforces l'idée que ta valeur ne dépend pas de l'approbation externe, mais de la discipline interne. Le respect commence en toi-même, et la façon dont tu marches est le premier signe de ce respect. Fais en sorte que ton pas transmette la fermeté, que ta présence soit impossible à ignorer, que ta posture dise ce que tes mots n'ont pas encore dit, que tu es le maître de ta vie et que ta discipline ne se négocie pas, elle ne fait que s'améliorer. 4. Prête attention aux petits détails qui révèlent qui tu es. Une montre de précision n'est pas appréciée pour ses grandes pièces, mais pour ses minuscules engrenages qui, bien que presque invisibles, sont ceux qui soutiennent tout le mécanisme. Si l'un d'eux échoue, la montre s'arrête. Il en va de même pour toi.
Les petits détails que beaucoup jugent insignifiants sont ceux qui, en réalité, définissent ta discipline, ton respect de toi-même et la manière dont le monde te perçoit. Tu peux parler de grands objectifs, de rêves ambitieux, mais si tu n'es pas capable de t'occuper des bases, ces plans s'effondrent comme des châteaux de sable. Le soin apporté aux petites choses est la preuve la plus claire de ton caractère. Des chaussures propres, une table rangée, une lettre écrite sans erreur, la ponctualité à un rendez-vous, tout cela communique plus que tu ne l'imagines. Les gens n'écoutent pas toujours tes paroles, mais ils observent toujours comment tu agis au quotidien. Les stoïciens enseignaient que la vertu se construit dans les actes quotidiens, pas dans les discours, et c'est là que les détails prennent de la valeur. Non pas parce que les autres l'exigent, mais parce qu'en les soignant, tu entraînes ton attention, ta discipline et ton respect de toi-même. Négliger les petites choses, c'est ouvrir la porte au désordre. Ce verre que tu laisses sur la table, ce courrier auquel tu ne réponds pas, cette tâche que tu repousses encore et encore sont des signes d'un esprit qui cède au chaos. Cela ne semble pas grave, mais peu à peu, ce manque de soin se multiplie et finit par se refléter dans toute ta vie. De la même manière, lorsque tu prêtes attention aux moindres détails, tu construis une habitude qui se reflète ensuite dans les grandes choses. Si tu es capable de garder ton environnement en ordre, de soigner ton apparence, de tenir tes promesses, tu seras également capable de soutenir des projets plus exigeants. La discipline est comme un muscle, et les détails sont les répétitions quotidiennes qui le renforcent. Tu n'as pas besoin d'actes héroïques pour te transformer, tu as besoin de constance dans les bases. Ce 1% quotidien se cache dans les petites choses, dans ces actions qui semblent insignifiantes, mais qui, ensemble, façonnent ton identité. Chaque fois que tu choisis de faire ce qui est juste même si personne ne te voit, chaque fois que tu corriges une erreur au lieu de la passer sous silence, chaque fois que tu nettoies ce que tu as sali, tu construis le mur de ton respect de toi-même. Les détails sont aussi une carte de visite. Tu ne parles peut-être jamais de ta discipline, mais les gens la remarquent dans la façon dont tu prends soin de ce que les autres négligent. Ta présence devient plus solide lorsque les autres perçoivent de l'ordre et de la cohérence en toi. Cela ne signifie pas que tu dois être obsédé. Cela signifie comprendre que le minimum fait partie de l'essentiel. Quelqu'un qui se permet de négliger les petites choses finira par échouer dans les grandes, tandis que celui qui prend soin des engrenages invisibles de sa vie inspire confiance et transmet solidité. L'effet domino commence là. Lorsque tu corriges un détail, ton esprit veut en corriger un autre, puis un autre encore. Soudain, ton environnement devient plus clair, ton énergie plus élevée, ton caractère plus ferme. Tu n'as pas besoin de forcer des changements gigantesques, il suffit d'agir sur les petites choses et de laisser la constance faire son travail. Cette habitude d'attention devient une discipline générale, et la discipline générale transforme ta vie. Chaque détail parle, même si tu te tais. L'état de ton bureau, la façon dont tu termines une conversation, le respect avec lequel tu traites les objets que tu utilises, tout reflète la façon dont tu te relates à toi-même. Si tu choisis de prendre au sérieux les moindres détails, tu dis que ta vie compte. 5. Bois de l'eau et garde ton esprit clair et ferme. La rivière qui coule avec force ne s'arrête pas parce que ses eaux sont pures et constantes, mais lorsqu'elle stagne, elle devient un marais qui sent l'abandon. Ton corps et ton esprit fonctionnent de la même manière. Ils ont besoin de mouvement, de propreté et de clarté, et rien ne symbolise mieux cette essence que l'eau. Boire de l'eau n'est pas seulement une nécessité biologique, c'est un acte de discipline qui relie le physique au mental. Chaque verre que tu choisis de boire est une décision consciente de rester clair, fort et concentré, car un corps déshydraté entraîne l'esprit vers la confusion et la faiblesse. Cela peut sembler un conseil trop simple, mais la vérité se trouve dans le quotidien. Beaucoup de personnes cherchent des formules magiques pour la concentration, mais oublient l'essentiel. L'eau qui circule dans ton organisme soutient ton énergie, ta résistance et ta clarté de pensée. La négliger, c'est comme essayer de courir avec un moteur sec. Tôt ou tard, il s'arrête.
En prendre soin, c'est s'assurer que ta discipline se reflète même dans l'essentiel. Les stoïciens parlaient de l'importance de s'occuper de ce qui est sous notre contrôle, et boire de l'eau est l'une de ces décisions qui dépendent uniquement de toi. La clarté mentale que tu obtiens lorsque tu hydrates ton corps ne se limite pas au biologique. Elle se traduit aussi sur le plan émotionnel. Un esprit embrouillé, fatigué et sans énergie est un terrain propice à la paresse et au manque de concentration. En revanche, lorsque ton corps reçoit ce dont il a besoin, ton esprit répond avec ordre et fermeté. C'est un rappel que les grandes réalisations ne reposent pas sur des sacrifices extrêmes, mais sur des habitudes simples et constantes qui maintiennent tout en équilibre. L'eau symbolise également la propreté. Tout comme elle purifie ton organisme, la boire avec discipline devient une métaphore de garder ta vie claire d'excès. Chaque fois que tu choisis de t'hydrater au lieu de te rendre à des boissons qui troublent ton corps, tu renforces ton respect de toi-même. Ce petit acte, répété jour après jour, fait partie de ce 1% d'amélioration qui s'accumule avec le temps. Ce n'est pas un geste vide, c'est une brique de plus dans la construction de ta forteresse. De plus, boire de l'eau régulièrement est un rappel silencieux de patience. Tu n'attends pas de résultats immédiats avec un verre, mais la constance quotidienne transforme ton corps et ton énergie. Il en va de même pour la discipline. Il ne s'agit pas de changements radicaux du jour au lendemain, mais de maintenir ce qui est juste, même si cela semble minime. Chaque gorgée est un acte de soin de soi, une déclaration que tu choisis de rester ferme plutôt que de céder à la négligence. Le 1% dont nous parlons tant se trouve même ici. Tu peux commencer par améliorer ta consommation quotidienne en remplaçant une boisson nocive par un verre d'eau, en te rappelant que cet acte simple fait également partie de ton entraînement de caractère. Cela ne semble pas grandiose, mais avec le temps, tu remarqueras comment ton énergie change, comment ton esprit se sent plus éveillé et comment ton corps répond avec plus de force. C'est un effet domino qui commence par le simple et se reflète dans tout ce que tu fais. La discipline ne se mesure pas seulement dans les grandes batailles, elle se manifeste aussi dans ce que tu décides de mettre en toi. Boire de l'eau avec respect pour ton corps, c'est comprendre que ta vie mérite la clarté, que ton esprit mérite d'être ferme, que ton énergie doit rester élevée. Cette petite habitude, si courante que beaucoup la négligent, devient un symbole de ton engagement envers toi-même et ne mesure pas le risque. 6. Dors bien et laisse ton repos se voir. Le guerrier le plus fort ne se forge pas seulement dans la bataille, mais aussi dans le calme de la nuit, lorsqu'il récupère l'énergie qui le soutiendra ensuite sur le terrain. Le repos est cette forge invisible où se reconstruisent ton corps, ton esprit et ton caractère. Bien dormir n'est pas un luxe ni une indulgence, c'est une discipline aussi nécessaire que l'exercice ou l'alimentation. Celui qui néglige le sommeil se trompe en croyant qu'il gagne du temps, alors qu'en réalité il le perd en fatigue, en désordre et en manque de clarté. Dormir de qualité est une marque de respect envers soi-même. Tout comme tu prends soin de ce que tu manges ou de ce que tu portes, tu dois aussi prendre soin des heures pendant lesquelles tu livres ton corps au silence. Ce n'est pas la même chose de fermer les yeux tard, entouré de distractions et d'anxiété, que de préparer ton esprit pour un repos profond et réparateur. Cette différence, que beaucoup considèrent comme minime, détermine ton énergie, ton humeur et ta productivité du lendemain. Le stoïcisme enseignait que nous devons vivre en harmonie avec la nature. Et la nature elle-même dicte que le repos fait partie de la vie, et non un obstacle à celle-ci. Le sommeil est un redémarrage, un recommencement. Chaque nuit, ton esprit organise ce que tu as appris, nettoie l'excès d'informations et renforce ta mémoire. Chaque muscle se rétablit, chaque cellule se régénère. Ne pas accorder d'importance au repos est comme prétendre qu'une machine peut fonctionner sans entretien. Tôt ou tard, elle rouille, se bloque et cesse de performer. Si tu veux que ta discipline perdure dans le temps, tu dois comprendre que la force ne se construit pas uniquement avec un effort conscient, mais aussi avec des pauses qui permettent de recharger l'esprit.
Bien dormir communique aussi quelque chose au monde. Un visage reposé reflète la clarté, transmet la confiance et projette le respect. Au contraire, un visage fatigué, terne et avec des cernes permanentes révèle un manque de soin. Peu importe combien de vêtements élégants tu portes ou quelles paroles tu dis, si ton corps trahit que tu ne prends pas soin de toi, ton message perd de sa force. Prendre soin du sommeil, c'est prendre soin de ta présence. Il ne s'agit pas seulement de toi, il s'agit de ce que tu transmets aux autres lorsque tu entres dans une pièce avec une énergie renouvelée plutôt qu'avec une fatigue accumulée. Le 1% quotidien est aussi ici. Tu peux commencer par de petits gestes. Éteindre l'écran avant de dormir. Choisir une heure fixe pour te reposer. Créer une ambiance adéquate dans ta chambre. Tu n'as pas besoin de rituels compliqués, juste de la constance. Chaque nuit où tu choisis de prioriser le repos, même si cela signifie laisser quelque chose en suspens, tu renforces ta discipline. Parce que prendre soin de toi n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Personne ne peut soutenir de grands changements s'il n'est pas capable de donner à son corps ce dont il a besoin pour fonctionner. Les difficultés, comme l'anxiété ou la pression de la journée, interrompent souvent le sommeil, mais même là se trouve la leçon. Le repos est aussi un acte de confiance. Avoir confiance en ce que demain tu pourras continuer ce que tu n'as pas terminé aujourd'hui. Avoir confiance en ce que tu n'as pas besoin d'être en alerte permanente pour avoir le contrôle. Les stoïciens parlaient de l'importance de lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de toi. Et peu de choses reflètent mieux cela que de fermer les yeux avec sérénité, sachant que le monde continuera à tourner pendant que tu récupères ta force. 7. Soigne-toi aussi les jours difficiles. L'orage ne change pas l'essence d'une montagne. Même si la pluie la frappe et que les vents la fouettent, elle reste ferme, projetant une solidité. C'est ainsi que devrait être ton attitude face aux jours difficiles. Rester debout, te soigner, prendre soin de ta présence, même quand à l'intérieur tu sens que tout se désordonne. La discipline ne se teste pas quand tout va bien, mais quand la fatigue, la tristesse ou le découragement essaient de te briser. Dans ces moments, ta décision de te soigner devient un acte de résistance, une façon de te rappeler que tu as encore le contrôle. Te laisser aller à la négligence parce que les choses vont mal, c'est donner au problème une victoire inutile. Les vêtements négligés, les cheveux abandonnés, le regard éteint, tout cela envoie le message que tu as abandonné avant de lutter. En revanche, lorsque tu choisis de te soigner, même si la journée est lourde, tu n'es pas superficiel. Tu envoies à ton esprit un signal de dignité. Tu lui dis que le problème n'a pas le droit de détruire ton essence, que tu restes debout malgré le chaos. Les stoïciens enseignaient à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas. Peut-être que tu ne peux pas contrôler la difficulté que tu traverses, mais tu peux contrôler comment tu décides de te présenter face à elle. Te soigner les jours durs, c'est prendre le commandement au milieu de la tempête, c'est te rappeler que tu n'es pas une victime passive des circonstances. C'est un geste qui semble minime, mais qui fait la différence entre couler et rester ferme. Le respect de soi se mesure plus dans les jours sombres que dans les jours lumineux. Quand tu as envie de te soigner parce que tout va bien, il n'y a pas de mérite. Le vrai caractère se forge lorsque tu choisis de le faire au milieu de l'adversité. Il ne s'agit pas de paraître, il s'agit de te prouver à toi-même que ta discipline ne dépend pas de ton humeur. Que même quand tu es fatigué, triste ou démotivé, tu maintiens la cohérence de prendre soin de toi. Cet acte te redonne de la force parce qu'il transforme la faiblesse en volonté. Chaque matin difficile est une opportunité d'entraînement. Le 1% quotidien qui transforme ta vie est aussi dans ces moments où tu pourrais abandonner, mais tu ne le fais pas. Aujourd'hui, tu décides de te coiffer même si tu n'en as pas envie. Demain, tu choisis de t'habiller avec respect même si la situation est lourde. Et petit à petit, tu crées une habitude de résilience. Avec le temps, cette constance devient un bouclier invisible. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, ta présence reflète la discipline et cela te renforce de l'intérieur. Te soigner les jours difficiles est aussi un message au monde.
non pas parce que tu dois prouver quelque chose aux autres, mais parce que ta présence a un impact sur la façon dont on te traite et sur la façon dont on interprète ta valeur. Si tu arrives vaincu, tu recevras de l'indifférence. Si tu arrives avec fermeté, même si tu luttes à l'intérieur, tu susciteras du respect. Tu n'as pas besoin de parler beaucoup. Ton apparence seule dit déjà que tu n'as pas abandonné. Cette habitude est plus qu'une question esthétique, c'est une stratégie mentale. Chaque fois que tu choisis de prendre soin de ton apparence quand cela semble le plus difficile, tu entraînes ta capacité à rester en contrôle. Tu construis un mur contre l'autocompassion et contre le chaos émotionnel. Les jours difficiles ne cesseront pas d'exister, mais tu choisis s'ils t'écrasent ou si tu les affrontes avec dignité et pouvoir. 8. Compétition avec toi-même et célébration de chaque progrès. Le miroir ne ment jamais, il reflète ce que tu es à ce moment-là, pas ce que les autres attendent de toi, ni ce que tu rêves d'atteindre. Te regarder dedans et te reconnaître est plus précieux que toute comparaison externe, parce que ta véritable bataille n'est pas de surpasser les autres, mais de surpasser la personne que tu étais hier. La compétition avec les autres est un piège qui vole de l'énergie et empoisonne l'esprit, tandis que la compétition avec toi-même est le chemin le plus pur vers la discipline et le respect de soi. Compétition avec toi-même signifie se fixer des objectifs petits et clairs. Peut-être qu'hier tu étais inconstant dans ta routine. Aujourd'hui, tu peux la maintenir avec plus de fermeté. Peut-être que la semaine dernière, tu n'as pas respecté tes horaires. Cette semaine, tu peux être plus discipliné. Il ne s'agit pas de faire de grands bonds, mais d'assurer ce 1% quotidien qui, accumulé, finit par se transformer en une transformation profonde. Cette habitude de te pousser toi-même avec patience, mais sans concession, est ce qui renforce ton caractère. La célébration de chaque progrès est clé dans ce processus. Je ne parle pas de grandes récompenses ou de tomber dans la complaisance, mais de reconnaître que chaque pas compte. Si aujourd'hui tu t'es levé plus tôt, si tu as réussi à contrôler une impulsion, si tu as tenu ce que tu t'es promis, célèbre-le. Cette reconnaissance est un renforcement silencieux qui nourrit ta volonté. Ignorer les petites victoires te fait croire que tu ne progresses pas, mais les regarder clairement te montre que la discipline porte ses fruits. Les jours difficiles font aussi partie de cette compétition. Il y aura des jours où tu reculeras, où tu échoueras, où n'atteindras pas ce que tu espérais. C'est là que ta perspective fait la différence. Ne te compare pas aux autres pour mesurer ton échec. Regarde-toi et demande-toi si tu as au moins appris quelque chose de nouveau, si ta chute t'a donné une leçon que tu peux appliquer demain. Ce regard interne transforme chaque faux pas en partie du progrès et évite que tu le prennes comme une défaite définitive. Le monde récompense les résultats visibles, mais ta véritable victoire est dans l'invisible, dans la discipline que tous ne voient pas, dans la constance silencieuse qui construit le caractère. Compétition avec toi-même signifie accepter que le processus est plus important que la comparaison externe, que ta véritable mesure n'est pas le succès des autres, mais ta capacité à rester fidèle à tes propres engagements. Chaque jour que tu y arrives, même dans le plus petit, tu es déjà meilleur que la version précédente de toi-même. Vivre de cette façon te donne aussi la paix. La comparaison avec les autres génère de l'envie, du ressentiment et de l'anxiété, tandis que la compétition avec toi-même génère du calme, de la clarté et du respect de soi. Parce que tu sais que ton progrès est authentique, qu'il ne repose pas sur l'apparence, mais sur une croissance réelle. Cette tranquillité se reflète dans ta présence et te donne une sécurité qu'aucune validation externe ne peut égaler. La vie est comme une prison sans barreaux. Tu ne la vois pas mais tu la sens. Les murs invisibles sont la peur, les chaînes sont les opinions des autres, et le geôlier est ton propre esprit qui te répète que tu ne peux pas, que tu n'es pas prêt, que tu n'es pas suffisant. Le plus cruel est que la porte a toujours été ouverte, mais peu ont le courage de la franchir. Le stoïcisme ne vient pas inventer des clés magiques, il vient te montrer l'évident.
La prison n'a jamais existé en dehors de toi. Il te montre que la peur est de la fumée, que l'inconfort est un entraînement, que l'échec n'est pas une fin, mais un maître sévère. Il te rappelle que tu n'as pas de contrôle sur le monde, mais bien sur ta réaction, et que ce petit domaine change tout. La plupart des gens vivent en attendant que la vie s'adapte à leurs désirs, comme si l'univers devait obéir à leurs caprices. Mais le stoïcien comprend que le jeu est différent. Il ne s'agit pas d'exiger que le monde change, mais de se renforcer soi-même jusqu'à ce qu'aucune tempête ne puisse le briser. Reste, parce que ce que tu vas entendre n'est pas un discours doux pour te sentir bien pendant un moment. Ce que tu vas écouter est de la poudre pour ton caractère, un feu qui peut brûler tes excuses et te forcer à te réveiller. La question est, es-tu prêt à sortir de ta prison ou continueras-tu à caresser tes propres chaînes ? 1. Reconnais que la peur qui te paralyse n'est pas réelle. La peur est comme une ombre gigantesque projetée sur le mur. Tu la vois bouger, grandir, se déformer, mais si tu t'approches, tu découvres que l'ombre est née de quelque chose de petit, insignifiant, incapable de te faire du mal. C'est ainsi que fonctionne la peur qui te paralyse. Elle semble être un monstre, mais en réalité, c'est un mirage fabriqué par ton propre esprit. Il te raconte des histoires, anticipe des tragédies, invente des scénarios où tu finis toujours par perdre. Et le plus dangereux n'est pas qu'il existe, mais que tu le crois sans le remettre en question. Le stoïcisme enseigne que tu ne dois pas lutter contre ce qui n'existe pas, mais affronter ce qui dépend de toi. Marc Aurèle a écrit que la peur est plus nuisible que ce que nous craignons. Car ce que tu crains arrive rarement, mais la peur te vole le présent, te retire la paix et consomme ton énergie comme si tu avais déjà perdu avant de commencer. La peur est un voleur silencieux. Elle n'a pas besoin que quelque chose se passe à l'extérieur pour te détruire de l'intérieur. Demande-toi combien de fois tu n'as pas fait un pas par peur d'échouer. Combien d'opportunités tu as laissé passer parce que ton esprit t'a convaincu que tu ne pouvais pas. Combien de jours tu as perdu à imaginer des problèmes qui n'ont jamais eu lieu. C'est la prison invisible dans laquelle tu vis lorsque tu obéis à la peur. Le stoïcien, en revanche, comprend que le seul moyen de désarmer cette ombre est de marcher vers elle. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'action au milieu de la peur. Pense à un guerrier qui reste immobile, tremblant parce qu'il voit l'ennemi venir. Son esprit le vainc avant que la bataille ne commence. Mais s'il avance d'un pas, s'il lève l'épée, l'image se brise et il découvre qu'il pouvait résister plus qu'il ne le pensait. C'est ce que tu dois faire chaque jour, faire un pas même lorsque la voix intérieure crie de ne pas le faire. La peur se dissipe avec le mouvement, pas avec l'attente. Quand tu oses regarder la peur en face, tu te rends compte qu'elle n'a jamais été un mur, mais un voile. Tu découvres que derrière ce voile se trouve ta liberté. Car chaque fois que tu affrontes une peur, tu récupères un morceau de ta vie. Il ne s'agit pas de l'éliminer, il s'agit de la traverser jusqu'à ce qu'elle cesse de te dominer. La peur qui te paralyse n'est pas réelle, c'est une illusion soutenue par ton manque d'action. Ose la défier et tu découvriras ce qui a toujours été caché, que c'était toi qui avais le pouvoir, pas l'ombre. Et que chaque pas que tu fais en avant est une victoire contre l'ennemi le plus trompeur, ton propre esprit, même si tu ne le crois pas. 2. Transforme l'inconfort en ton maître. L'inconfort est comme le feu. Si tu l'évites, tu te gèles dans le froid d'une vie sans défi, une vie tiède qui ne te demande rien. Mais si tu apprends à être près de lui sans fuir, le feu devient ton allié. Il te forge, te durcit, te transforme en quelqu'un capable de résister à ce que d'autres ne supportent pas. Le problème est que la plupart des gens vivent en fuyant toute étincelle d'inconfort, comme si le but était de ne rien ressentir, de ne pas s'exposer, de ne pas prendre de risques. Et en le faisant, ils perdent la trempe qui ne se forge que dans la chaleur de l'inconfort. Le stoïcisme enseigne que la véritable croissance ne se trouve pas dans les jours faciles, mais dans les moments où l'inconfort exige de la discipline. Lorsque tu choisis le confort, ton caractère s'affaiblit. Tu t'habitues à la douceur d'une vie sans effort, et dès que la première difficulté réelle apparaît, tu t'effondres.
Mais lorsque tu choisis volontairement l'inconfort, lorsque tu décides de t'exposer à la douleur de l'effort, au silence du sacrifice, à la fatigue que d'autres évitent, tu découvres une force que personne ne peut te prendre. Pense au corps. Si tu ne le soumets jamais au poids, il s'affaiblit. Si tu ne le pousses jamais à ses limites, il s'atrophie. Il en va de même pour l'esprit. Si tu ne le forces jamais à affronter l'inconfort, il devient fragile, incapable de résister au moindre coup. L'inconfort est la salle de sport de l'âme, et chaque fois que tu l'affrontes, tu entraînes un muscle invisible qui te soutient lorsque la vie devient insupportable. Les stoïciens pratiquaient l'inconfort comme une habitude. Ils dormaient sur le sol, se privaient de luxe, marchaient avec des vêtements simples, non pas parce qu'ils ne pouvaient pas avoir plus, mais parce qu'ils comprenaient que le confort excessif te rend esclave. Si tu as besoin de trop pour être bien, alors ta paix ne dépend jamais de toi, mais des conditions extérieures. Et l'extérieur change toujours. En revanche, celui qui apprend à être bien même dans l'inconfort développe une liberté inébranlable. Demande-toi combien de ta vie tu évites par peur de ressentir de l'inconfort. Tu évites de dire ce que tu penses parce que ça dérange. Tu évites de commencer un projet parce qu'il implique un effort. Tu évites de t'entraîner parce que ça fait mal. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que chaque inconfort évité est une occasion de grandir que tu offres. Chaque fois que tu choisis la voie facile, tu renonces à une version plus forte de toi-même. L'inconfort ne vient pas pour te détruire, il vient pour t'enseigner de quoi tu es fait. Chaque goutte de sueur, chaque silence difficile, chaque effort qui semble inutile est une leçon. Et si tu apprends à la voir comme ton maître, tu découvriras que le feu que tu craignais était le même qui pouvait forger ton caractère. Parce qu'au final, celui qui embrasse l'inconfort comme un entraînement devient indestructible dans sa personnalité. 3. Arrête d'avoir peur de l'échec. L'échec est comme un miroir brisé. Tu te regardes dedans, et la première chose que tu vois sont les fissures, les fragments qui déforment ton reflet. Tu penses que ces fractures sont ton identité, alors qu'en réalité, ce que tu vois n'est pas la fin, mais une image incomplète. L'échec ne définit pas qui tu es, il montre seulement où tu as besoin de reconstruire. Le problème est que beaucoup préfèrent ne pas se regarder dans ce miroir. Ils le fuient, comme s'ils pouvaient échapper à la vérité en l'évitant. Mais la vérité est que ne pas l'affronter est la seule façon de rester brisé pour toujours. Le stoïcisme enseigne que l'échec n'est pas un ennemi, mais un maître. Il n'y a pas d'apprentissage profond sans erreur, pas de sagesse sans faux pas. La peur de l'échec est une illusion qui paralyse, une excuse élégante pour ne pas essayer. Tu te dis que tu attends le moment parfait, que tu as besoin de plus de préparation, que demain sera différent. Mais ce que tu fais vraiment, c'est te lier à une peur qui ne finit jamais. Le moment parfait n'arrive pas, la certitude absolue n'existe pas. Le seul chemin est de prendre des risques, d'échouer, de se relever et d'essayer à nouveau. Pense aux soldats qui refusent de s'entraîner par peur de se blesser. Quand la vraie bataille arrivera, quelle chance aura-t-il? Aucune. Il en va de même dans la vie. Si tu ne t'exposes pas à l'erreur, si tu ne fais pas d'erreur dans les petites choses, tu ne seras jamais prêt pour les grandes. L'échec est un terrain d'entraînement déguisé en défaite. Il t'expose, t'humilie, mais te renforce aussi. Chaque chute que tu supportes, chaque erreur que tu analyses, chaque tentative qui semblait perdue est une brique qui construit ta force intérieure. La peur de l'échec est pire que l'échec lui-même, parce que l'échec fait mal pour un instant, mais la peur prolonge cette douleur pour toujours. Tu restes coincé dans des scénarios qui n'existent que dans ton esprit, imaginant à quoi ressemblerait la chute, alors qu'en réalité, tu es déjà en train de tomber en refusant d'essayer. L'échec réel libère, parce qu'il montre la vérité, brise les illusions et indique clairement quel chemin suivre. C'est la peur qui te maintient dans une prison invisible. Demande-toi combien de choses tu as arrêté de faire par peur de te tromper. Combien de projets, combien de relations, combien de rêves sont restés en suspens parce que tu ne voulais pas voir ton reflet dans ce miroir brisé. Ce que tu ne comprends pas, c'est que personne ne se souvient de celui qui n'a jamais échoué parce qu'il n'a jamais essayé,
Mais tout le monde respecte celui qui tombe et se relève malgré tout. L'échec est inévitable, mais avoir peur de lui est optionnel. Arrête de te cacher de lui et commence à l'utiliser comme une boussole. Chaque fois que tu tombes, tu apprends où ne pas aller. Chaque fois que tu te relèves, tu découvres que tu es plus fort que ce que tu imaginais. Et il viendra un moment où tu comprendras que l'échec n'a jamais été ton ennemi, mais la pierre angulaire qui a forgé ton caractère. 4. Libère-toi de l'opinion des autres. L'opinion des autres est comme un écho dans une grotte. Peu importe ce que tu dis, il revient toujours déformé, plus fort ou plus faible, mais jamais exact. Tu vis en parlant et en te déplaçant en fonction de cet écho, comme s'il définissait ta valeur, comme si ces voix externes avaient plus d'autorité sur ta vie que ta propre conscience. Et le résultat est que tu deviens prisonnier de ce que les autres pensent, modelant ton identité comme de l'argile entre des mains étrangères. Le stoïcisme enseigne que ta valeur ne dépend pas de ce que les autres disent, mais de ce que tu es en essence. Ce que les autres pensent de toi est hors de ton contrôle. Tu ne peux pas gouverner l'esprit des autres, tu ne peux pas diriger leur jugement, et être obsédé par le fait de le faire est une perte d'énergie. Sénèque a écrit que nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité, et l'opinion des autres en est un exemple clair. Tu passes des nuits blanches à penser à ce que quelqu'un dira, à comment tu seras perçu, alors qu'en réalité ces mots ont aussi peu de pouvoir que tu décides de leur en donner. Pense à combien de fois tu as gardé pour toi ce que tu voulais dire par peur d'être jugé. Combien de fois tu as agi pour plaire plutôt que d'être authentique. Combien de chemins tu as pris qui n'étaient pas les tiens, mais ceux que d'autres ont marqués. Chaque décision guidée par l'opinion des autres est un renoncement silencieux à ta liberté. C'est comme si tu donnais le gouvernail de ton bateau et acceptais d'être passager dans ta propre vie. La vérité est dure. Tu ne vas jamais plaire à tout le monde. Il y aura toujours quelqu'un pour critiquer, quelqu'un qui ne comprend pas, quelqu'un qui dévalorise. Même quand tu fais ce qui est juste, même quand tu es juste, il y aura des voix pour te pointer du doigt. Et si ta vie dépend de leur approbation, tu n'auras jamais la paix. La liberté intérieure commence quand tu comprends que leur jugement ne change pas ton essence. Tu es ce que tu es, avec ou sans applaudissements. Celui qui cherche une validation constante devient esclave des applaudissements. Mais celui qui agit selon sa conscience devient indomptable, car il n'a pas besoin de la confirmation de personne pour avancer. C'est ce qui distingue les forts des faibles. Le faible demande la permission de vivre. Le fort vit selon ses principes. Demande-toi aujourd'hui combien de ce que tu fais est par conviction et combien est par peur de décevoir les autres. Chaque fois que tu choisis la seconde option, tu t'éloignes de toi-même. Chaque fois que tu choisis la première, tu récupères un morceau de ta liberté. Libère-toi de l'opinion des autres. Non pas parce que ce que les autres disent n'a pas d'importance, mais parce que la seule chose qui compte vraiment est ce que tu fais de ta vie. Et cette voix, la tienne, doit toujours sonner plus fort que n'importe quel écho pour que tu le comprennes. 5. Accepte que le contrôle est une illusion. Le contrôle ressemble à tenir de l'eau dans ses mains. Tu penses que tu la serres fort, que tu la retiens, qu'elle ne s'échappera pas, mais peu à peu elle glisse entre tes doigts jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. C'est ainsi que fonctionne la vie. Plus tu essaies de tout avoir sous contrôle, plus il devient évident que cela n'a jamais été à toi. La peur de perdre, l'obsession de prévoir chaque détail, le besoin que tout se passe comme tu l'as prévu ne font que t'épuiser. Le paradoxe est que dans cette tentative de contrôle, la seule chose que tu perds vraiment est ta paix. Le stoïcisme enseigne que la clé n'est pas de manipuler l'extérieur, mais de gouverner l'intérieur. Tu ne peux pas empêcher qu'il pleuve, mais tu peux décider comment marcher sous l'orage. Tu ne peux pas empêcher les autres de te juger, mais tu peux choisir de ne pas vivre en fonction de leurs paroles. Tu ne peux pas arrêter le temps, mais tu peux décider comment en profiter. Tout ce qui est externe est instable. La seule chose solide est ton attitude et ton action. Regarde dans ta propre vie.
Tu veux contrôler les personnes que tu aimes et tu finis par étouffer la relation. Tu veux contrôler chaque résultat de tes projets et tu finis par être frustré parce qu'il y aura toujours des imprévus. Tu veux contrôler le futur et tu oublies de vivre le présent. Chaque tentative de contrôle absolu est une bataille perdue avant de commencer. Et ce qui fait mal n'est pas le fait de ne pas avoir de contrôle, mais ta résistance à l'accepter. Les stoïciens parlaient de la dichotomie du contrôle. Il y a des choses qui dépendent de toi et des choses qui ne dépendent pas. Dans le premier cas, tu dois mettre ton énergie. Dans le second, tu dois lâcher prise. Cela semble simple, mais c'est un principe capable de transformer ta vie. Parce que lorsque tu comprends que tu ne contrôles pas l'opinion des autres, tu arrêtes de dépenser de l'énergie à plaire. Quand tu acceptes que tu ne contrôles pas le futur, tu commences à valoriser le présent. Quand tu reconnais que tu ne contrôles pas la mort, tu apprends à vivre avec urgence et but. Accepter que le contrôle est une illusion ne signifie pas se rendre ni cesser d'agir. Cela signifie agir avec force là où tu as un réel pouvoir et lâcher l'anxiété pour ce qui n'a jamais été entre tes mains. C'est comme ramer en mer. Tu ne contrôles ni le vent ni les vagues, mais tu contrôles comment tu manies les rames. Celui qui lutte contre l'inévitable s'épuise. Celui qui va avec l'inévitable se renforce. Demande-toi combien de fois ta souffrance naît non pas de ce qui se passe, mais de vouloir que ce soit différent. C'est le poids invisible qui te vole de l'énergie. Lâche ce qui ne dépend pas de toi et concentre-toi sur la seule chose qui a toujours été à toi, ton caractère et tes décisions. C'est la véritable liberté que aucun hasard ne peut toucher ni manipuler. 6. Transforme ton passé en maître, pas en geôlier. Le passé est comme un sac à dos rempli de pierres. Certains le portent sans s'en rendre compte, d'autres le serrent contre leur dos comme si le lâcher était un crime. Chaque souvenir douloureux, chaque erreur, chaque perte devient un rocher que tu portes avec toi. Et plus tu avances, plus il devient lourd. Il arrive un moment où tu n'avances plus à cause de ce que tu vis aujourd'hui, mais à cause de ce que tu traînes d'hier. Le problème n'est pas ce qui s'est passé, mais la manière dont tu décides de le porter. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais tu peux décider de ce que tu en fais. Le passé n'est pas là pour t'enfermer, il est là pour t'enseigner. Chaque erreur est une leçon, chaque blessure est un rappel, chaque perte est un avertissement. Mais si tu restes à regarder ces cicatrices comme des condamnations, tu ne pourras jamais avancer. Ce qui s'est passé ne bouge plus, la seule chose vivante, c'est toi en cet instant. Et ce présent est le seul endroit où tu peux faire quelque chose de différent. Pense aux fois où tu as revécu une situation dans ton esprit comme si en la répétant tu pouvais la modifier. Tu te mets en colère à nouveau, tu souffres à nouveau, tu pleures à nouveau, comme si rester coincé dans la scène allait te rendre justice. Mais tout ce que tu réussis à faire, c'est devenir l'otage d'un souvenir. Le passé devient ton geôlier parce que tu lui donnes toi-même les clés. Le stoïcien fait le contraire. Il regarde le fait, apprend ce qu'il doit apprendre et continue d'avancer. Il ne perd pas de temps sur ce qu'il ne peut plus changer. Les grandes douleurs, quand tu les acceptes, cessent d'être des chaînes et deviennent des maîtres. Cet échec qui te brûle encore à l'intérieur est aussi la leçon qui peut t'apprendre à choisir mieux. Cette trahison qui fait encore mal peut devenir le rappel de ne pas donner ta confiance à n'importe qui. Cette perte qui semble insupportable peut te rappeler la fragilité de la vie et te motiver à apprécier davantage ce que tu as maintenant. Rien de tout cela ne se produit si tu insistes pour utiliser ton passé comme une prison plutôt qu'une salle de classe. Accepter n'est ni justifier ni minimiser ce qui s'est passé. Accepter, c'est reconnaître que c'est déjà passé et que ta seule liberté réside dans ce que tu fais à partir de maintenant. Chaque souvenir peut être une pierre ou une marche. Si tu décides qu'il s'agit d'une pierre, tu continueras à traîner du poids. Si tu décides qu'il s'agit d'une marche, tu monteras avec plus de force. Le choix a toujours été entre tes mains. Demande-toi aujourd'hui ce que tu portes qui aurait déjà dû être transformé. Tu ne peux pas changer l'histoire, mais tu peux écrire
comment elle t'affecte. Le passé peut être ton geôlier ou ton maître, et de ce choix dépend la direction de ta vie. 7. Commence avant d'être prêt. La vie est comme un train qui ne s'arrête jamais complètement. Il passe devant toi en mouvement et beaucoup restent sur le quai à attendre le moment parfait pour monter. Ils disent qu'ils le feront quand ils auront plus d'argent, plus d'expérience, plus de confiance, plus de sécurité. Mais ce train n'attend jamais, il continue d'avancer et avec lui, les opportunités. Et le pire, c'est que le moment que tu attends n'existe pas. Si tu ne sautes pas maintenant, tu passeras toute ta vie à regarder comment les autres voyagent pendant que tu restes immobile. Le stoïcisme enseigne que l'action vaut plus que la perfection. Tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu pour faire un pas. Tu as besoin du courage de le faire même avec des doutes. Celui qui attend d'être prêt ne commence jamais, car il trouvera toujours une raison de retarder. La peur, l'incertitude, l'opinion des autres, tous ces facteurs seront toujours là. La différence est de savoir si tu les utilises comme excuse pour rester immobile ou comme carburant pour avancer. Regarde dans ta vie. Combien d'idées as-tu gardées parce que tu pensais que ce n'était pas le bon moment? Combien de projets sont restés dans ton esprit parce que tu attendais plus de préparation? Combien de changements personnels as-tu reportés parce que tu pensais que demain serait plus facile? Cette attente est une tromperie. Demain ne sera pas plus facile. Demain, tu auras juste plus d'excuses. Le seul instant réel est celui-ci. Celui qui se lance avant d'être prêt découvre quelque chose de puissant. La véritable préparation a lieu en cours de route, pas avant de faire le pas. Tu apprends en affrontant, tu grandis en pratiquant, tu te renforces en échouant. Aucun maître n'est né expert, aucun guerrier n'est sorti invincible de nulle part. Tous ont eu un début maladroit, un premier pas rempli de peur. La différence est qu'ils l'ont fait, et en le faisant, ils ont commencé à construire leur force. Les stoïciens savaient que l'action immédiate était la clé. Épictète disait que tu ne devrais pas attendre d'être philosophe pour vivre comme tel. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Tu dois commencer pour te rapprocher de la perfection. Il en va de même pour tous les domaines de ta vie. Il n'y aura jamais de garantie, seulement des décisions. Demande-toi aujourd'hui dans quel domaine tu attends un moment qui n'arrivera pas. Cela peut être une conversation que tu évites, un projet que tu reportes, une habitude que tu retardes. Chaque jour que tu repousses, le train s'éloigne un peu plus. Et tout ce dont tu as besoin, c'est de faire le saut, même si tu n'as pas tout calculé. Commence avant d'être prêt. Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est la seule façon de grandir. L'inconfort te formera, l'inattendu t'enseignera et l'imperfection te poussera. Lorsque tu comprendras cela, tu arrêteras d'attendre l'opportunité parfaite et tu découvriras que l'opportunité a toujours été dans ce moment précis. 8. Distingue entre la douleur et la souffrance. La douleur est comme la pluie qui tombe soudainement. Tu ne peux pas éviter de te mouiller, c'est une partie de la vie. La souffrance, en revanche, c'est rester sous l'orage alors que tu as déjà un abri. La douleur apparaît sur tous les chemins, la perte de quelqu'un, un échec, une trahison, un coup inattendu. La souffrance surgit lorsque tu décides de revivre ce moment encore et encore, lorsque tu prolonges la blessure au-delà du nécessaire. L'un est inévitable, l'autre est fabriqué par toi. Le stoïcisme enseigne que tu n'as pas le pouvoir d'effacer la douleur, mais tu peux choisir comment tu la confrontes. Un corps peut avoir mal, un cœur peut se briser, un esprit peut ressentir la pression de la vie, mais ta décision est de ne pas transformer cette douleur en chaînes éternelles. La souffrance est optionnelle parce qu'elle naît de ton interprétation, de ta résistance, de ton refus d'accepter ce qui s'est déjà produit. Pense à la blessure physique. Le coup fait mal, mais si tu le touches constamment, si tu ne permets pas qu'il cicatrise, tu prolonges le malaise. C'est la même chose avec l'esprit. Tu revivifies l'erreur, tu répètes la scène, tu analyses chaque mot et tu rouvres la blessure. La douleur est déjà passée, mais tu la maintiens en vie avec ta résistance. Et cela, c'est de la souffrance.
Les stoïciens faisaient une distinction claire entre les deux. La douleur appartient au corps, mais la souffrance appartient à l'esprit. Marc Aurèle se souvenait que l'homme souffre plus dans son imagination que dans la réalité. Tu peux être en bonne santé et pourtant te torturer avec ce qui pourrait arriver. Tu peux avoir surmonté un problème et pourtant rester lié à lui parce que tu le répètes dans ta tête. Ce n'est pas la vie qui te lie, c'est toi qui répètes le fouet encore et encore. Demande-toi combien d'orages tu continues de porter qui sont déjà passés. Combien de fois revivifies-tu des mots qui t'ont blessé il y a des années? Combien de nuits perds-tu à penser à des scénarios qui ne se sont pas produits? Cette usure n'est pas de la douleur, c'est de la souffrance fabriquée. Et le pire, c'est qu'en la maintenant, tu gaspilles la force que tu pourrais utiliser pour grandir. Accepter la douleur ne signifie pas se rendre, cela signifie la regarder en face et dire « Cela s'est passé, cela m'a fait mal, mais cela ne va pas me gouverner ». Cela signifie laisser la blessure se fermer pour que le souvenir devienne un apprentissage et non une prison. Quand tu comprends cette différence, tu comprends que la douleur peut te forger, mais la souffrance ne fait que t'épuiser. La prochaine fois que tu ressens de la douleur, ne te demande pas comment l'éliminer. Demande-toi comment la transformer. Reconnais l'inévitable et coupe l'inutile. La douleur t'apprend que tu es vivant. La souffrance te fait seulement oublier comment vivre. Et la vie, à la fin, n'attend pas que tu arrêtes de souffrir. Elle continue son cours. C'est pourquoi tu dois choisir. Veux-tu que chaque blessure soit une leçon ou une condamnation? 9. Souviens-toi chaque jour que tu vas mourir. La mort est comme un sablier que tu ne peux pas retourner. Dès le moment où tu nais, les grains commencent à tomber et il n'y a aucun moyen de les arrêter. Peu importe combien tu ignores ce sablier, le sable continue de couler silencieux, implacable. La plupart des gens vivent comme si ce sablier n'existait pas, gaspillant leur temps en préoccupations triviales, en discussions vaines, en reportant des rêves qu'ils pensent toujours avoir l'occasion de réaliser. Mais un jour, sans prévenir, le sable se termine et le temps n'est plus. Le stoïcisme enseigne à vivre avec la mort à l'esprit, non pas pour avoir peur, mais pour se réveiller. Marc Aurèle rappelait « Vis comme si tu allais mourir demain, mais apprends comme si tu allais vivre toujours ». La mort n'est pas une ennemie, c'est le maître qui nous rappelle l'essentiel. Quand tu penses à ta fin, tu comprends que ce que tu remets à plus tard n'arrivera peut-être jamais, que les mots que tu tais pourraient être les derniers, que les opportunités n'attendent pas. La peur de la mort est l'une des chaînes les plus lourdes que nous portons. Elle nous fait éviter les risques, nous rend obsédés par la sécurité, nous distrait de ce qui compte. Pourtant, la mort est la seule chose certaine que tu as. La nier, c'est vivre dans le mensonge. L'accepter, c'est se libérer. Car celui qui se souvient chaque jour qu'il va mourir ne gaspille plus de temps en petites choses, ne repousse plus ce qui est important, n'a plus peur de perdre ce qui n'a jamais été à lui pour toujours. Regarde dans ta propre vie. Combien de fois as-tu dit « je le ferai demain » en pensant qu'il y aura toujours un autre jour? Combien de fois as-tu gardé des mots d'amour, de gratitude, de pardon, parce que tu pensais qu'il y aurait du temps? La mort t'enseigne que demain n'est pas garanti, que la seule réalité est aujourd'hui. Et si tu n'agis pas maintenant, il est possible que tu n'aies pas une autre chance. Les stoïciens pratiquaient le memento mori, le souvenir constant de la mort. Ce n'était pas un exercice de pessimisme, c'était un appel à la clarté. Quand tu penses que le temps est limité, tu commences à vivre avec urgence, avec un but, avec conscience. Chaque décision pèse plus, chaque action a de la valeur, chaque instant compte. Le banal se réduit et l'essentiel brille. Souviens-toi chaque jour que tu vas mourir, non pas pour vivre dans la peur, mais pour vivre avec intensité. Non pas pour t'obséder avec la fin, mais pour donner un sens au présent. La mort ne te vole pas la vie, elle te donne une perspective. Et quand tu l'acceptes, quand tu la portes avec toi comme un rappel, tu arrêtes de perdre du temps sur ce qui ne compte pas. Et tu commences à construire une vie qui, lorsque le sable du sablier sera épuisé, aura du poids, de la valeur et du sens. 10. Investis en ce que tu es, pas en ce que tu as.
La vie est comme une maison construite sur du sable. Tu peux la remplir de meubles coûteux, de décorations brillantes, de luxe qui éblouissent tout le monde. Mais quand la tempête arrive, tout cela s'effondre, et la seule chose qui reste est ce que tu avais construit dans tes fondations. L'extérieur peut toujours se perdre, l'intérieur jamais. Pourtant, la plupart des gens vivent obsédés par ce qu'ils possèdent, mesurant leur valeur par la voiture qu'ils conduisent, les vêtements qu'ils portent, la maison qu'ils montrent ou l'approbation qu'ils reçoivent. Cette quête incessante est un piège, car ce que tu as ne sera jamais suffisant. Il y aura toujours quelque chose de plus à désirer, il y aura toujours quelqu'un qui a plus. Le stoïcisme enseigne que ce qui est vraiment précieux n'est pas dans les choses que tu accumules, mais dans la personne que tu deviens. Tu peux tout perdre du jour au lendemain, argent, biens, réputation, mais ce que tu es reste avec toi. Ton caractère, ta discipline, ta vertu, ta sagesse, ce sont des trésors qu'aucune crise, aucune trahison, aucune perte matérielle ne peut enlever. Marc Aurèle l'a compris en disant que l'âme devient invincible lorsqu'elle se suffit à elle-même. Regarde autour de toi. Les gens courent après des objets en pensant que le bonheur se trouve là. Ils changent de téléphone, de vêtements, de voiture, comme si chaque acquisition comblait un vide intérieur. Et ce qui se passe est le contraire. Plus ils accumulent, plus ils deviennent dépendants. Ils ne réalisent pas qu'ils abandonnent leur liberté, car ce qu'ils possèdent finit par les posséder. En revanche, lorsque tu investis en ce que tu es, en ton caractère, en ta force intérieure, en ta sagesse, tu découvres une richesse qui ne dépend de rien d'extérieur et que personne ne peut te prendre. L'erreur est de confondre avoir et être. Tu peux avoir de la richesse et être pauvre d'esprit. Tu peux avoir de la célébrité et te sentir vide. Tu peux avoir du pouvoir et vivre avec peur. Et tu peux aussi ne rien avoir. Mais si tu es maître de ton esprit et de ta vertu, tu es déjà plus riche que n'importe quel empereur. Les stoïciens choisissaient de vivre simplement, non pas par mépris pour le matériel, mais parce qu'ils savaient que l'extérieur est fragile. L'intérieur est la seule chose solide. Demande-toi où est ton investissement quotidien. Passes-tu plus de temps à soigner ton apparence qu'à nourrir ton esprit? Te préoccupes-tu plus du jugement des autres que de ta propre paix? Cours-tu après ce qui brille à l'extérieur tout en négligeant la force de ton intérieur? Chaque choix que tu fais révèle si tu construis sur du sable ou sur du roc. Investis en ce que tu es. Nourris ton esprit avec la connaissance, renforce ton corps avec la discipline, cultive ton caractère avec des actions qui reflètent tes principes, parce qu'à la fin, quand tout le reste tombera, la seule chose qui restera sera la personne en laquelle tu es devenu. Et c'est la richesse qui t'accompagnera jusqu'au dernier jour de ta vie. En ce moment même, pendant que tu es ici, le monde continue de frapper sans relâche ceux qui ne sont pas préparés. Il ne donne pas d'avertissement. Il ne demande pas si tu es prêt. Il te teste, te pousse, te brise, puis observe si tu te relèves. Mais tout le monde ne le fait pas. Certains se brisent de l'intérieur et vivent ainsi, brisés en silence, feignant la force, alors qu'à l'intérieur, ils sont vaincus. D'autres, en revanche, choisissent une voie différente. Ils entraînent leur esprit, leur âme et leur caractère comme s'ils étaient des soldats. Pas des soldats de guerre, mais des soldats stoïciens. Parce que la vie ne se combat pas avec des cris ou de la colère. Elle est affrontée avec courage, avec intelligence, avec discipline émotionnelle. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de bureau, c'est une façon de résister au chaos la tête haute. C'est agir comme si rien ne t'affectait, non par fierté, mais par maîtrise de soi. C'est pratiquer le détachement sans perdre son humanité. C'est recevoir une critique sans avoir besoin de te défendre parce que tu sais déjà qui tu es. C'est transformer la douleur en caractère, l'échec en direction et l'inconfort en pouvoir. Être stoïcien n'est pas une pose froide, c'est un engagement interne, un entraînement quotidien qui ne finit jamais. Ici, on ne te promettra pas une paix éternelle ni un succès immédiat.
On t'apprendra à résister, à interpréter l'adversité comme un champ d'entraînement et à te construire de l'intérieur comme un véritable guerrier mental. Cette vidéo n'est pas pour celui qui cherche une motivation superficielle. Elle est pour celui qui est prêt pour la transformation, pour celui qui sait que la véritable bataille n'est pas dans le monde, mais dans la façon dont tu y réponds. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu découvriras ici n'est pas un message, c'est une déclaration de guerre contre la faiblesse intérieure. Et si tu es prêt à devenir un soldat stoïcien, c'est le premier pas. 1. Apprends à garder ton calme comme ta plus grande arme. Une tempête ne s'annonce pas avant d'arriver, elle tombe simplement. Le ciel s'assombrit, les vents s'agitent et la pluie frappe fort. C'est ainsi que les personnes et les situations qui cherchent à te déstabiliser agissent aussi. Elles apparaissent sans prévenir, bouleversant tes émotions, mettant ta patience à l'épreuve, te poussant à réagir. Mais c'est là que commence l'entraînement stoïcien. Alors que la plupart répondent par des cris, de la colère ou des impulsions, le soldat mental répond avec calme. Non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il a appris que celui qui contrôle son esprit contrôle la bataille. Dans ce monde hyper connecté, où tout est jugé, accéléré et exagéré, le calme est devenu un signe de faiblesse pour beaucoup. Mais cela ne montre que leur ignorance de sa véritable valeur. Garder son calme ne signifie pas se taire par peur, mais parler quand il le faut, sans perdre son équilibre. Ce n'est pas céder, c'est choisir ses batailles. Ce n'est pas se déconnecter de la vie, c'est ne pas laisser la vie t'emporter avec chaque courant émotionnel qui arrive. Celui qui garde son calme ne le fait pas parce que tout va bien, mais parce qu'il a cultivé une force intérieure qui ne dépend pas du chaos extérieur. Le calme est une stratégie silencieuse. Lorsque tu le pratiques au quotidien, tu deviens quelqu'un qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit parce qu'il se maîtrise de l'intérieur. Et se maîtriser ne signifie pas réprimer. Cela signifie observer sans réagir. Cela signifie savoir que tout ce qui provoque ne mérite pas une réponse. Cela signifie que ton énergie est si précieuse que tu ne la gaspilleras pas dans des discussions vaines, des provocations inutiles, des drames étrangers qui n'apportent rien. Un véritable soldat stoïcien apprend à respirer au milieu de la tension. Il sait qu'un regard tranquille peut avoir plus d'impact qu'un cri désespéré. Il comprend que parfois le silence fait plus mal que n'importe quel mot, et que répondre avec tempérance n'est pas se rendre, mais s'élever au-dessus du conflit. Le calme s'entraîne, il ne se feint pas. Et on s'entraîne quand on choisit de penser avant de parler, quand on décide d'observer avant d'agir, quand on ne laisse pas ses émotions dicter chaque pas que l'on fait. Beaucoup confondent le calme avec la froideur. Mais le stoïcien sait qu'il ne s'agit pas d'éteindre ce qu'il ressent, mais de le diriger avec intelligence. Il s'agit de choisir consciemment quand agir, comment répondre, quoi dire et quoi ignorer. Les gens vont te provoquer. La vie va te mettre à l'épreuve. C'est inévitable. Mais le véritable pouvoir réside dans le fait de ne pas réagir comme ils s'y attendent. Parce que c'est là que tu les domines. Parce que c'est là que tu montres que tu ne fais plus partie de la masse. Celui qui garde son calme devient une menace silencieuse pour ceux qui vivent du conflit, parce qu'ils ne peuvent pas te manipuler, ils ne peuvent pas te pousser sur le terrain qui leur convient, ils ne peuvent pas te contrôler avec pression, insultes, urgence. Tu as cessé d'être une proie facile, tu as cessé d'être disponible pour le chaos. Alors répète-le chaque jour, ton calme est ton bouclier, ton esprit clair est ton épée. Et chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, de ne pas exploser, de ne pas tomber, tu gagnes, tu t'entraînes, tu forges le caractère qui te permettra de résister à n'importe quelle tempête, non pas par la force brute, mais par la sérénité impénétrable de celui qui se connaît déjà et n'a pas besoin de plus. Cela a un goût de victoire. 2. Maîtrise le détachement émotionnel. Les chaînes les plus lourdes ne sont pas toujours en métal. Certaines sont faites d'attentes, d'attachements, d'émotions mal placées qui te lient à des personnes, des moments ou des idées qui ne te font plus de bien.
Et le plus dangereux, c'est que souvent, tu les portes avec fierté, en croyant qu'elles sont des symboles d'amour, de loyauté ou d'engagement. Mais le stoïcien sait que s'accrocher n'est pas toujours aimer, et que lâcher prise n'est pas toujours abandonner. Parfois, c'est l'acte le plus profond d'intelligence émotionnelle. La vie n'est pas conçue pour te donner des garanties. Les gens vont changer, les promesses vont être brisées, les plans vont s'effondrer. Et si ta paix dépend de ce que tout reste le même, tu vas vivre dans une souffrance constante. Le détachement ne signifie pas ne pas ressentir, il signifie ne pas dépendre. Cela signifie pouvoir aimer sans te perdre, pouvoir aider sans te charger, pouvoir être présent sans rester coincé. C'est la liberté émotionnelle, pas l'indifférence. C'est pouvoir dire « je suis ici parce que je choisis d'être ici, pas parce que je ne peux pas partir ». L'entraînement stoïcien te demande d'observer clairement ce que tu retiens avec trop de force. Peut-être est-ce une relation qui ne construit plus, une image de toi-même qui ne correspond plus ou une attente qui ne fait que t'épuiser. S'accrocher par peur de perdre est une forme lente d'auto-sabotage. Et dans ce processus, tu perds quelque chose de pire que les autres. Tu te perds toi-même. Pratiquer le détachement, c'est comprendre que rien ni personne ne t'appartient. Tout ce que tu aimes peut changer, peut partir, peut échouer. Et si tu n'es pas préparé à cela, cela va te détruire de l'intérieur. Le soldat stoïcien ne craint pas la perte parce qu'il l'a déjà envisagée. Non pas parce qu'il est pessimiste, mais parce qu'il s'entraîne à lâcher prise sans se briser. Il se prépare émotionnellement à aimer intensément, mais sans esclavage. Pour donner tout ce qu'il a, mais sans perdre le contrôle de son centre. Maîtriser le détachement signifie aussi affronter l'addiction émotionnelle que beaucoup développent sans s'en rendre compte. Ce besoin constant de validation, de compagnie, d'approbation. La peur du vide est ce qui consume le plus l'être humain. Mais quand tu te rends compte que tu peux habiter ce vide sans trembler, sans courir, sans te distraire, c'est là qu'apparaît une nouvelle liberté. Tu n'as plus besoin que les autres te remplissent parce que tu as appris à te soutenir. Et cela te rend dangereux, parce qu'on ne te manipule pas avec la culpabilité, on ne te contrôle pas avec des chantages émotionnels, on ne t'effraie pas avec la solitude. Tu as choisi d'être libre intérieurement. Et dans un monde où la majorité est encore attachée, c'est une menace pour ceux qui ont besoin de contrôler les autres pour se sentir en sécurité. Tu ne fonctionnes plus avec ces règles. Tu ne réagis plus à partir de la blessure, mais à partir de la clarté. Le détachement n'est pas de la froideur, c'est de la force. C'est la décision de ne pas permettre que ta stabilité dépende de facteurs que tu ne contrôles pas. C'est dire au monde « je peux tout perdre » et pourtant ne pas me perdre moi-même. C'est regarder la vie avec gratitude, sans besoin de posséder. C'est comprendre que ce qui arrive est un cadeau, pas un droit, et ce qui part est une partie du chemin, pas une malédiction. Le soldat stoïcien s'entraîne pour cela, pour lâcher prise sans ressentiment, pour aimer sans posséder, pour vivre sans peur de perdre, parce que lorsque tu n'es plus lié par des émotions mal dirigées, tu commences à marcher plus léger, plus concentré et plus conscient. Et cela, bien que cela ne paraisse pas, est un pouvoir que peu osent cultiver correctement. 3. Transforme chaque critique en ton terrain d'entraînement. Un guerrier n'aiguise pas son épée avec de la soie. Il le fait contre une pierre dure, contre la résistance. Et toi, si tu prétends te renforcer, tu vas avoir besoin de friction. Tu vas avoir besoin de ces mots qui dérangent, de ces opinions qui piquent, de ces regards qui jugent. Non pas parce que tu dois les accepter comme des vérités, mais parce que chacune d'elles est une opportunité pour te forger de l'intérieur. La critique, quand tu l'utilises intelligemment, devient l'un des outils les plus puissants de développement personnel. La plupart réagissent à une critique comme si c'était une attaque personnelle. Ils se défendent, se justifient, contre-attaquent. Ils agissent comme si on leur arrachait quelque chose, alors qu'en réalité, c'est leur ego qui est en jeu. Le soldat stoïcien, en revanche, ne répond pas par l'orgueil, mais par la stratégie. Il ne prend rien personnellement parce qu'il a entraîné son esprit à observer avant de réagir. Il écoute attentivement, filtre ce qui lui est utile et rejette ce qui ne lui apporte rien. Aussi simple que cela. Sans drame,
sans bruit, sans usure inutile. Chaque critique peut être vue comme un miroir. Parfois, elle reflète une vérité inconfortable. Parfois, elle reflète l'envie ou la frustration de l'autre. Mais dans les deux cas, tu as quelque chose à apprendre. Soit tu découvres une faiblesse que tu peux améliorer, soit tu développes plus de tolérance face à la stupidité des autres. Les deux te font grandir, les deux t'entraînent. Et c'est ce qui compte. Lorsque tu décides de transformer la critique en terrain d'entraînement, tu cesses de l'éviter. Tu la confrontes les yeux ouverts, sans peur. Tu poses des questions, tu observes, tu t'analyses. Non pas pour plaire à quelqu'un, mais pour mieux te connaître. Parce que seul celui qui se connaît lui-même peut s'améliorer sans perdre son essence. Et seul celui qui s'améliore en silence peut construire une force qui ne dépend pas de l'opinion extérieure. Quelqu'un va te juger pour ce que tu fais, pour ce que tu ne fais pas, pour la façon dont tu parles, pour la façon dont tu t'habilles, pour ce que tu penses. Cela ne va pas changer. Ce que tu peux changer, c'est ta relation avec cette critique. Tu peux continuer à réagir en victime ou tu peux l'utiliser comme entraînement, comme preuve de caractère, comme pratique de l'autocontrôle. Lorsque tu entraînes ton esprit à résister à la critique, tu cultives l'un des piliers les plus importants de la force émotionnelle, l'indépendance du jugement d'autrui. Tu n'as plus besoin d'être apprécié. Tu ne vis plus pour plaire. Tu ne demandes plus la permission d'être toi-même. Tu as franchi une frontière mentale que la plupart n'osent pas traverser, parce qu'ils dépendent encore de la validation pour se sentir en sécurité. Toi, tu ne l'es plus. Tu as compris que la vraie paix vient de l'intérieur, pas de l'approbation des autres. Ce type d'entraînement n'est pas confortable. Il fait mal. Il confronte. Mais il construit aussi. Et quand tu le pratiques tous les jours, tu développes une peau plus ferme, un esprit plus clair et un cœur plus concentré. Tu ne te fatigues plus à expliquer ta vie à ceux qui ne la comprennent pas. Tu ne cours plus après l'acceptation. Tu ne changes plus de cap pour des opinions sans fondement. Chaque critique est une opportunité pour te tester, pour grandir, pour te durcir sans perdre ta sensibilité, pour rester ferme sans perdre ton humilité. Celui qui sait l'utiliser comme entraînement finit par être plus fort que celui qui n'a jamais été remis en question. Parce qu'il a traversé le feu, parce qu'il a appris à ne pas se briser, parce qu'il a décidé qu'aucun commentaire ne l'arrêtera sur son chemin, et cette décision change tout. 4. Fais de la résilience ton identité. Il y a ceux qui se courbent devant le premier obstacle et ceux qui, coup après coup, choisissent de se lever avec plus de détermination. Non pas parce qu'ils sont plus forts par nature, mais parce qu'ils ont décidé de l'être. C'est la différence entre celui qui survit et celui qui se transforme. La résilience ne s'hérite pas, elle se construit. C'est le résultat de toutes les fois où tu as décidé de ne pas abandonner alors que tout en toi demandait à lâcher prise. C'est ce qui reste quand la colère se dissipe, la douleur cède et seule demeure la décision de continuer. La plupart veulent des résultats rapides, des soulagements immédiats, des chemins sans friction. Mais celui qui entraîne son esprit sous la discipline stoïcienne comprend que la véritable croissance réside dans le fait de supporter l'inconfort sans perdre de vue son objectif. La résilience n'est pas de résister en silence, c'est d'avancer alors que tout en toi crie d'arrêter. C'est de rester ferme au milieu de l'incertitude, d'agir malgré la peur et de maintenir ta vision même lorsque les circonstances te poussent à douter de toi-même. Cette force n'est pas une émotion, c'est une identité. Ce n'est pas un moment d'inspiration, c'est une pratique continue. Elle se manifeste lorsque tu décides de te lever sans témoin, lorsque tu ne cherches pas à ce que le monde t'applaudisse pour ta résistance, mais que tu te reconnais toi-même pour ne pas t'être trahi. Parce que chaque fois que tu choisis de continuer, tu réaffirmes qui tu es et ce que tu es prêt à faire pour ta propre évolution. Souviens-toi, ces fois où tu pensais que c'était la fin et pourtant tu as continué. Ces moments où tu ne savais pas comment tu allais t'en sortir, mais tu as trouvé en toi une force inconnue. C'est ça, la résilience.
Il ne s'agit pas d'aller bien tout le temps, mais de ne pas perdre ton essence même lorsque tout le reste s'effondre. De prendre les morceaux brisés et de continuer à marcher avec dignité. De ne pas avoir besoin que tout soit parfait pour continuer à avancer. La résilience, c'est apprendre à regarder l'échec dans les yeux sans avoir honte. C'est arrêter de nier la chute et commencer à la valoriser. C'est accepter que la douleur n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve que tu es vivant, que tu es sur le champ de bataille et non caché dans le confort. La philosophie stoïcienne ne cherche pas à éviter les épreuves, elle les honore, parce qu'elle sait que chaque difficulté révèle une partie de toi qui a encore besoin d'être trempée. Celui qui intègre cette vision ne se demande plus pourquoi les choses lui arrivent, mais ce qu'il peut faire avec ce qu'il lui est donné de vivre. Et ce changement mental change tout. Parce que tu arrêtes de consommer ton énergie en te plaignant et tu la rediriges vers l'action. Parce que tu arrêtes de résister à l'inévitable et tu commences à construire sur ce qui te détruisait auparavant. Il ne s'agit pas de feindre la force, il s'agit de la rendre réelle. Jour après jour, décision après décision, action après action. Jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de te rappeler que tu es résilient, parce que cela est devenu ce que tu es. Et alors, même lorsque tout semble instable à l'extérieur, tu resteras ferme. Non pas parce que tout est sous contrôle, mais parce que tu l'es. Et cela est plus que suffisant. 5. Transforme la douleur en croissance. Certaines graines ne germent que lorsque la terre a été blessée. Le sol s'ouvre, se fend, s'expose, et dans cette rupture naît quelque chose de nouveau. C'est ainsi que fonctionne aussi l'être humain. La douleur te brise, oui, mais elle ouvre aussi des espaces qui n'existaient pas auparavant. Toute souffrance n'est pas une perte. Dans de nombreux cas, c'est le début d'une transformation qui n'aurait jamais eu lieu si tout s'était passé comme tu l'espérais. Parfois, tu as besoin de tout perdre pour commencer à te retrouver. Parfois, le coup que tu pensais qui allait te détruire finit par être la porte vers une version plus forte de toi-même. Non pas parce que la douleur en soi est bonne, mais parce que tu l'as utilisée comme matière première, parce que tu ne l'as pas laissé te pourrir, tu l'as transformée en apprentissage. Il est facile de grandir quand tout va bien. Ce qui est difficile, ce qui te forge vraiment, c'est de grandir au milieu du chaos. Quand tu n'as pas de force, mais que tu choisis d'avancer. Quand personne ne te voit, mais que tu continues à donner le meilleur de toi-même. Quand la douleur est si forte que tu ne peux même pas l'expliquer, mais que tu décides de ne pas éteindre ton âme. Dans ces moments, alors que beaucoup abandonnent, tu es en train de te transformer. Tu laisses derrière toi une version de toi-même qui ne te sert plus et tu en construis une nouvelle, plus consciente, plus solide. Transformer la douleur ne signifie pas nier ce que tu ressens. Au contraire, cela signifie le ressentir pleinement sans te laisser paralyser. Cela signifie pleurer si nécessaire, crier si besoin, mais ensuite te relever avec plus de clarté. Parce que tu l'as vécu, tu l'as compris, tu l'as transformé en force. La douleur n'a pas à être une chaîne que tu traînes. Elle peut être la forge qui façonne ton caractère, si tu le décides. Mais cette décision nécessite de la conscience. Elle nécessite de cesser de chercher des coupables à l'extérieur. Elle nécessite de regarder à l'intérieur et de te demander quelle partie de toi était endormie, quelle partie avait besoin de se réveiller. Parfois, la douleur arrive non pas comme une punition, mais comme une révélation, comme un appel à l'attention qui te pousse à changer ce que tu as toi-même repoussé. Non pas parce que la vie veut te détruire, mais parce qu'elle sait que c'est la seule façon pour toi d'évoluer. L'entraînement stoïcien t'invite à faire de la souffrance une école. Chaque situation difficile est une leçon brute, et c'est à toi de la polir, de la comprendre, de l'intégrer. Si tu ne le fais pas, tu répètes simplement l'histoire encore et encore. Si tu le fais, tu avances, tu te libères, tu deviens maître de ton processus. Cela change complètement la façon dont tu vis. Tu ne vois plus la douleur comme un ennemi, mais comme une partie du chemin.
Tu apprends à l'accueillir sans drame, à la traiter sans besoin de te détruire, à en parler sans rester coincé dans la blessure. Et cette maturité émotionnelle te distingue. Parce que tandis que d'autres continuent à réagir à partir du dommage, tu réponds à partir de l'évolution. Quand tu comprends cela, tu n'as plus besoin que la vie soit facile. Ce dont tu as besoin, c'est d'être capable de résister, de t'adapter, de te construire à partir de ce qui semblait impossible. Parce que même dans le plus grand chaos, tu peux trouver une direction. Même au milieu du vide, tu peux trouver un but. Et oui, ça fera mal. Mais cette douleur ne sera plus stérile. Elle sera utile. Elle sera ton maître. Elle fera partie de ton histoire, non pas comme un chapitre sombre que tu caches, mais comme la base solide sur laquelle tu construis ta nouvelle identité. Une qui ne nie pas ce que tu as vécu, mais qui l'honore. Parce que sans cette douleur, tu n'aurais peut-être jamais réveillé. Et maintenant que tu es réveillé, personne ne pourra te prendre ce que tu as appris. 6. Vise avec une discipline quotidienne. Une rivière ne se forme pas avec une seule pluie intense. Elle se forme avec des gouttes constantes qui tombent chaque jour, sans pause, sans besoin d'applaudissements. C'est ainsi que se construit aussi le caractère, avec des actes simples répétés avec fermeté, pas avec de grandes promesses, ni avec des explosions de motivation passagère, mais avec une discipline quotidienne. Avec cette décision silencieuse de continuer, même quand personne ne te voit, même quand tu n'as pas envie, même quand l'esprit cherche des excuses pour abandonner. La discipline n'est pas une punition, c'est une structure, c'est la clarté. C'est la base de celui qui sait que sa liberté ne dépend pas de faire ce qu'il veut, mais de faire ce qu'il doit. Parce qu'il comprend que ce qui semble aujourd'hui un sacrifice, demain sera un pouvoir. Et celui qui n'a pas de discipline est esclave de ses impulsions. Il se laisse emporter par ce qu'il ressent sur le moment, change de cap tout le temps, stagne parce qu'il ne termine jamais ce qu'il commence. Le soldat stoïcien ne vit pas en attendant l'inspiration. Il crée l'habitude. Il fait ce qu'il doit faire, avec le froid, avec le sommeil, avec les doutes, avec la peur. Il n'a pas besoin d'avoir envie, il a besoin d'avoir un but. Et ce but est ce qui le soutient lorsque les émotions deviennent instables. Parce qu'il sait que ce qui le rapproche de sa meilleure version n'est pas ce qu'il fait de temps en temps, mais ce qu'il répète tous les jours. La discipline te confronte à toi-même. Elle te montre combien de fois tu trahis tes propres objectifs, combien de fois tu te promets quelque chose que tu ne tiens pas, combien de fois tu choisis la voie facile, et ensuite tu te demandes pourquoi tu n'avances pas. Elle te dénude face à tes excuses, et c'est là que tu peux commencer à te transformer. Non pas à partir de la culpabilité, mais à partir de l'honnêteté brutale, de savoir que ta vie dépend de toi, pas de facteurs externes. Vivre avec discipline ne signifie pas une rigidité extrême. Cela signifie la cohérence. Cela signifie que tes actions vont dans la même direction que tes objectifs. Que tu ne laisses pas ta croissance aux mains du hasard, mais que tu la construis à chaque pas, que tu n'as pas besoin que quelqu'un te surveille pour faire ce qui est juste, parce que tu es devenu ton propre gardien. Ce type de vie dérange ceux qui vivent dans le confort, parce qu'il les confronte à leur manque d'ordre, à leur inconstance, à leur bruit mental. Mais tu n'es pas ici pour plaire. Tu es ici pour évoluer, et pour cela, tu as besoin de structure, tu as besoin d'une routine qui t'aligne. 1 heure fixe pour commencer la journée, une liste claire de ce que tu vas faire, un engagement quotidien envers toi-même. Ce n'est pas romantique, ce n'est pas excitant, mais ça fonctionne, parce que la répétition constante façonne ton esprit, renforce ta volonté et éclaircit ton chemin. Lorsque tu fais de la discipline une pratique quotidienne, tu ne te brises plus pour de petites distractions. Tu ne perds plus de temps à décider si aujourd'hui tu fais ou non ce que tu as dit que tu ferais. Cela te rend stable, fiable, dangereux dans le meilleur sens du terme. Parce que dans un monde de promesses vides, tu es l'action. Dans un environnement plein de bruit, tu es le focus. Au milieu du désordre, tu es la structure. Et cette constance quotidienne, aussi simple qu'elle puisse paraître,
et ce qui te mènera beaucoup plus loin que le talent sans direction ou l'émotion sans but. Vivre avec discipline n'est pas facile, mais c'est la liberté. C'est savoir que tu avances, même si personne ne le remarque. C'est devenir quelqu'un qui n'a pas besoin de motivation parce qu'il a déjà de la détermination. Et une fois que tu comprends cela, tu ne reviens pas en arrière. Parce que tu as goûté à ce que c'est que d'avoir le contrôle de toi-même, et cela vaut plus que n'importe quelle récompense immédiate. 7. Observe sans t'accrocher. Les oiseaux se posent sur une branche sans craindre qu'elle se brise. Ils ne font pas confiance à la branche, ils font confiance à leurs ailes. Et si la branche se casse, ils volent simplement. C'est ainsi que nous devrions apprendre à vivre. En observant ce qui est devant nous, en appréciant ce qui arrive, en remerciant ce qui est offert, mais sans nous accrocher à quoi que ce soit comme si c'était éternel. Le soldat stoïcien comprend que la racine de la souffrance n'est pas toujours la perte, mais l'obsession de retenir ce qui n'a jamais été sous son contrôle. Quand tu t'accroches, tu livres ta paix au destin de l'extérieur. Tu veux que les gens ne changent pas, que les circonstances ne varient pas, que les choses durent pour toujours. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. Tout bouge, tout se transforme, tout suit son cours sans demander ta permission. Résister à cela est une bataille perdue d'avance. C'est pourquoi l'entraînement stoïcien t'invite à observer, à contempler la vie avec clarté, mais sans t'attacher de manière malsaine à ce que tu ne peux pas contrôler. Observer sans s'accrocher ne signifie pas l'indifférence, cela signifie la liberté. C'est aimer sans posséder, travailler sans être obsédé par le résultat, profiter sans avoir peur de perdre. C'est accepter que rien ni personne n'est une garantie de permanence et malgré cela s'ouvrir avec confiance. Celui qui atteint cette attitude marche plus léger. Il vit pleinement, mais sans chaînes invisibles qui l'étouffent, parce qu'il sait que tout peut changer à tout moment. Et il est prêt à lâcher prise sans se détruire. L'attachement est un poison déguisé en amour, en engagement ou en sécurité. Mais ce qu'il fait vraiment, c'est t'attacher à une illusion. Et quand cette illusion se brise, elle t'entraîne avec elle. Le stoïcien ne rejette pas ce qui arrive, il l'embrasse, il le remercie, mais il se souvient toujours qu'il ne lui appartient pas. Ainsi, quand vient le moment de lâcher prise, il le fait avec fermeté, pas avec désespoir. Observer sans s'accrocher est aussi un exercice de conscience. Cela implique d'être présent, de voir les choses telles qu'elles sont, sans inventer d'histoire dans ton esprit. Cela implique d'accepter que la vie est faite de cycles et que vouloir en geler un seul apporte seulement de la douleur. La fleur que tu arraches pour retenir se fane plus vite. La fleur que tu laisses à sa place continue de vivre, et tu peux continuer à en profiter tant qu'elle dure. Il en va de même pour les personnes, les opportunités, les moments. Le soldat stoïcien s'entraîne à cette pratique tous les jours. Quand il réussit, il ne s'accroche pas à l'euphorie. Quand il fait face à un échec, il ne s'enchaîne pas à la tristesse. Quand quelqu'un entre dans sa vie, il l'accueille avec gratitude. Quand quelqu'un part, il le laisse partir sans ressentiment. Parce qu'il comprend que sa force ne réside pas dans ce qu'il retient, mais dans sa capacité à se soutenir lui-même, quoi qu'il arrive. Cette façon de vivre te protège de la manipulation, de la peur et de la dépendance. Parce que personne ne peut te contrôler si tu as déjà accepté que tout est transitoire. Parce que rien ne peut te détruire si tu as déjà appris à lâcher prise. C'est ça, la véritable liberté émotionnelle. Observer avec clarté, participer avec intensité, mais toujours garder la capacité de lâcher prise. Il n'y a rien de plus puissant que d'être en paix au milieu du changement. Il n'y a rien de plus fort que de savoir que, même si le monde bouge, tu restes stable. Et cela n'est possible que lorsque tu choisis d'observer sans t'accrocher. Parce qu'au final, la seule chose que tu auras toujours, c'est toi-même. Et si tu as confiance en tes propres ailes, peu importe combien de branches se brisent sur le chemin, tu pourras toujours continuer à voler librement. 8. Renforcez votre esprit chaque jour par la réflexion.
Un guerrier n'attend pas d'être sur le champ de bataille pour aiguiser son épée. Il le fait avant, en silence, chaque jour, sachant que lorsque viendra le moment du combat, il dépendra de la préparation préalable. Il en va de même pour l'esprit. Si vous ne l'entraînez pas tous les jours, si vous ne le renforcez pas par une réflexion constante, lorsque la difficulté arrivera, vous tremblerez, vous réagirez automatiquement, vous serez l'esclave des circonstances. Le soldat stoïcien, en revanche, consacre du temps à polir ses pensées car il comprend que le plus grand terrain d'entraînement se trouve dans sa propre tête. La réflexion n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est ce moment où vous vous arrêtez et regardez en face vos actes, vos émotions, vos décisions. Non pas pour vous juger, mais pour vous comprendre. Non pas pour vous punir, mais pour apprendre. Celui qui réfléchit chaque jour devient l'architecte de son propre caractère, car il ne vit plus à la dérive, mais avec une boussole claire qui le guide au milieu du chaos. Le rythme effréné du monde moderne pousse les gens à vivre en automatique. Ils font, courent, parlent, réagissent, mais ils s'arrêtent rarement pour se demander pourquoi. Et dans ce manque de pause, ils perdent le contrôle de leur vie. La réflexion quotidienne brise ce cycle. Elle vous oblige à regarder ce que vous avez bien fait, ce que vous avez raté, ce que vous pouvez améliorer. Et cet exercice, répété constamment, devient une force que peu de gens possèdent. L'autoconscience. Un soldat stoïcien ne se trompe pas. Il sait reconnaître ses erreurs, il sait admettre ses faiblesses, mais il ne s'arrête pas là. Il utilise ces informations comme carburant pour grandir. Il réfléchit à ses pensées, car il sait que s'il contrôle son esprit, il contrôle ses actes. Il réfléchit à ses émotions, car il comprend que s'il maîtrise ce qu'il ressent, il ne sera pas emporté par la colère, la peur ou l'anxiété. Il réfléchit à ses décisions, car chaque action d'aujourd'hui est une brique dans le futur qu'il construit. La réflexion ne nécessite pas des heures interminables ni des rituels compliqués. Elle peut être aussi simple que d'écrire dans un cahier ce que vous avez appris dans la journée, ce que vous êtes reconnaissant, ce que vous voulez améliorer demain. Elle peut être un moment de silence avant de dormir, en revoyant avec honnêteté les pensées qui vous ont dominé, celles qui ont été utiles et celles que vous devez lâcher. Elle peut être une conversation sincère avec vous-même devant le miroir, sans masque ni excuse. L'important n'est pas la forme, c'est la constance. Lorsque vous faites de la réflexion une habitude, vous commencez à remarquer des changements profonds. Vous ne répétez plus les mêmes erreurs sans vous en rendre compte. Vous ne réagissez plus automatiquement à la provocation. Vous ne vous perdez plus dans la distraction de ce qui est superficiel. Car chaque jour, vous renforcez votre vision et votre objectif. Et peu à peu, votre esprit devient plus clair, plus ferme, plus discipliné. Réfléchir chaque jour n'est pas regarder le passé avec nostalgie, ni l'avenir avec anxiété. C'est regarder le présent avec clarté. C'est reconnaître que tout ce que vous vivez est une matière première pour grandir, à condition que vous preniez le temps d'en apprendre. Et lorsque vous faites de cette habitude une partie de votre routine, vous cessez d'être un spectateur passif de votre vie et vous devenez son stratège. Le véritable soldat stoïcien n'agit pas seulement, il pense aussi, évalue, ajuste, car il comprend que la victoire n'est pas atteinte par la force brute, mais par l'esprit préparé. Et cette préparation est obtenue en silence, chaque jour, par une réflexion constante. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien ».